Commandant. Ou mon colonel, mais dites commandant. À la marine, c'est commandant. Bonsoir. L'épidémie de coronavirus continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde. Le Cameroun n'est pas épargné, même si les chiffres concernant les cas guéris donnent de l'espoir et font espérer des lendemains meilleurs à notre pays. À côté, l'on peut tout de même s'interroger sur la décision des pouvoirs publics de ne plus du tout communiquer sur le nombre de malades et de morts. Tout compte fait, le Cameroun reste en guerre justement contre le Covid-19 et en matière de guerre, en plus de l'armée que constitue le personnel sanitaire au front contre ce virus depuis quelques mois, depuis quelques semaines maintenant, l'on est tenté de se demander quelle est la contribution de l'armée camerounaise pour barrer efficacement la voie à la propagation de ce virus dans notre pays. Nous sortirons un peu des questions liées à ce coronavirus pour questionner la situation sécuritaire du Cameroun, le nord-ouest, le sud-ouest et même l'extrême nord du Cameroun qui sont considérés comme des fronts de guerre pour notre pays. Que peut-on en dire au moment où l'actualité internationale reste justement dominée par le coronavirus? Ces questions et bien d'autres, nous les évoquerons dans cette édition de Parole d'Homme. Bienvenue justement à Parole d'Homme sur Canada International. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Notre invité de ce soir s'appelle Cyril Serge Atonfac. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Michael. Je voudrais rappeler à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes le chef de la division communication au ministère de la Défense. Exact. Capitaine de frégate, c'est bien ça votre titre, capitaine de frégate. On vous appelle généralement colonel, commandant. Quel est le titre qui vous sied le mieux? Les marins tiennent à leur originalité. Ouais. Capitaine de frégate, c'est le grade. L'appellation, c'est commandant. Commandant. Donc je vous appellerai ce soir commandant. Ça me va bien. Merci. Merci mon commandant. Bienvenue à cette émission. Je le disais tout à l'heure. Des derniers chiffres de ce soir au sujet de la lutte contre le coronavirus, parce que je voudrais rappeler également à l'attention de nos téléspectateurs que nous parlerons bien sûr de cette lutte contre le Covid-19 dans notre pays et la contribution de notre armée, également des mesures prises par l'armée camerounaise pour barrer la voie à la propagation de ce virus, et nous évoquerons également naturellement les questions sécuritaires de notre pays, notamment les 3 régions que j'ai citées d'entrée de cette émission. Et je le disais, 158 personnes guéries du coronavirus ce soir au Cameroun. Les derniers chiffres ont été rendus publics ce soir lors de la conférence de presse, du point de presse quotidien rendu par le ministère de la Santé publique. Mais une question demeure, et la question justement qui se pose depuis hier soir, commandant, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que l'État a décidé de ne plus communiquer sur le nombre de malades, le nombre de morts et autres. On s'interroge. La réponse, elle est simple, Michael. Elle est scientifique. Les scientifiques ont démontré que l'état du moral d'une personne ou d'une population avait une influence certaine sur leur résilience, sur leur capacité de résistance à la maladie. Nous sommes face à une pandémie et nous pensons qu'elle ne va pas se gérer par l'émotion. Elle va se gérer par le côté pratique, par le côté opérationnel, par la capacité des pouvoirs publics à apporter une réponse rassurante aux populations camerounaises. Et c'est ce à quoi s'attelle le ministre de la Santé, que nous suivons tous en tant que ministère de la Défense dans cette lutte acharnée contre la pandémie, lui-même exécutant les ordres et les instructions du Premier ministre et chef du gouvernement, qui a retransmis solennellement en modovision à la population camerounaise les hautes instructions du chef de l'État, qui tient le bâton de maître dans cette lutte que l'ensemble de la nation mène contre la pandémie. Les instructions, ils ont été claires. D'abord, les 13 mesures, complétées plus tard par les 7 mesures. Et nous pouvons voir aujourd'hui que les résultats sont là. Le nombre de guérisons, il est croissant. Et les pouvoirs publics ont certainement voulu mettre en avant ce côté positif, cette vision plus de la chose qui veut qu'on mette l'accent sur les guérisons et non les infections potentielles. Et vous savez, mon colonel, commandant, que le manque d'informations laisse cours à la rumeur. A-t-on pensé aux conséquences d'une telle décision en absence d'informations, notamment sur ce nombre de malades ou alors de victimes de décès autour de la maladie? Des chiffres sont donnés par n'importe qui, notamment dans les réseaux sociaux. Ça peut davantage créer la panique ou la psychose qu'on veut éviter en ne donnant pas de chiffres. Non, la panique est déjà passée. La psychose est déjà passée. L'hécatombe qu'on nous annonçait dans les réseaux sociaux, justement,
n'est pas arrivé. On avait dit que les Africains allaient tomber comme des mouches. On a même vu des prédictions de certaines agences occidentales qui pensaient à une destructuration. On en parlera tout à l'heure. Qui pensaient à une destructuration des États africains, une destructuration des économies. Oui. Ce n'est pas malheureusement arrivé à ce jour. Et les pouvoirs publics ont de bonnes raisons. Et je dis que les scientifiques ont démontré, principe de précaution oblige, qu'il valait mieux prendre soin autant de la santé physique que de la santé mentale des populations qu'on est censé protéger. Il vaut mieux communiquer sur ce qui est positif, sur l'ensemble des mesures édictées par le gouvernement et ceux qui sont progressivement mises en œuvre, sur le nombre de guérisons obtenues, ce qui veut dire quelque part aussi que le protocole de soins appliqué au Cameroun marche. Les résultats, ils sont probants. Et donc, faisons confiance à cette médecine-là, faisons confiance au ministre de la Santé qui est vent debout contre cette pandémie et à l'ensemble de tous les autres ministères régaliens qui l'accompagnent dans cette lutte qui, au final, est une question nationale. C'est une question de sécurité et de souveraineté nationale. Faisons confiance aux mesures que prennent les pouvoirs publics et espérons des lendemains meilleurs. Une autre actualité. Depuis hier, la chronique est alimentée par des nouvelles qui font état de ce que le coronavirus serait rentré dans certaines prisons de notre pays. La prison centrale de Koningui est longuement citée, régulièrement citée, notamment dans cette affaire. On a lu hier des nouvelles faisant état de 4 morts et bien d'autres à la prison centrale de Koningui seulement. Un mouvement d'ailleurs qui a été engagé au sein de la prison par des détenus. Avez-vous des informations à ce sujet? Que s'est-il exactement passé? On dit, que ne dit-on pas? Ne gérons pas la rumeur. Il est de plus en plus difficile de gérer la rumeur. Les faits sont têtus. Le coronavirus est une pandémie à l'échelle mondiale. Au Cameroun, les mesures sont appliquées, sont de plus en plus drastiques. Les résultats sont là et on ne peut pas gérer un pays sur la base des rumeurs. On ne peut pas gérer un pays sur WhatsApp ou sur Facebook. Vous savez, il y a des gens qui se sont érigés en centre de vérité sur les médias sociaux et qui pensent pouvoir détourner l'opinion publique du vrai chemin de la vérité. Il n'en est absolument rien. S'il y avait quelque chose de pareil, les pouvoirs publics auraient pris les devants et des mesures auraient certainement été prises comme correctif à ce qui pourrait arriver. Il va sans dire qu'aujourd'hui, et peut-être qu'il faut que je précise que les forces de défense et de sécurité associées à l'administration pénitentiaire oui, travaillent main dans la main. Elles ont mis en place un comité scientifique ad hoc qui travaille main dans la main, évidemment en liaison avec le ministère de la Santé qui conduit la lutte pour qu'on puisse, le cas échéant, adapter l'ensemble des mesures aussi bien au milieu carcéral que dans les casernes militaires et chez les militaires en opération. Je pense qu'on en reparlera. Le ministère de la Justice, justement, à ce sujet, commandant Atonfak avait évoqué, avait d'ailleurs été revenu sur de nombreuses mesures pour désengorger les prisons et bien d'autres. On a l'impression qu'on n'en est pas jusqu'ici. Mais est-ce que ce n'est pas à raison, justement, que cette sorte de panique s'installe aujourd'hui et qu'on parle justement des prisons qui se présentent comme des bombes justement, si jamais on venait à détecter un cas de coronavirus dans une des prisons du Cameroun? La décongestion des prisons, telle qu'annoncée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est en train de se mettre en place. Il a annoncé des mesures, il a donné des instructions sur le terrain qui sont certainement en cours d'application et dans quelques semaines, on aura certainement des résultats. Mais comme on a dit d'entrée de jeu dans cette émission, nous devons focaliser sur tout ce qui est positif et penser, et je voudrais rassurer ici que les forces de défense et de sécurité, je l'ai déjà dit, mais c'est peut-être bien d'insister dessus, ont mis en place un comité de vigilance scientifique qui est présidé par le ministère de la Défense, dans lequel participe la Gendarmerie nationale, la Délégation générale de la Sûreté nationale, l'administration pénitentiaire, dont l'instance fêtière est le ministère de la Justice. Ouais. Et il y a des mesures spécifiques qui sont prises aussi bien pour les prisons que pour les casernes militaires, de sorte que aucun de ces deux milieux, aucune de ces deux institutions ne souffre d'un traitement disproportionné, n'est-ce pas, de la prévention et de la gestion de cette calamité. Faisons confiance au pouvoir public. Et je voudrais aussi revenir dessus pour dire que l'hécatombe annoncée n'est pas arrivée. La calamité telle qu'on la voyait, telle qu'on prédisait effectivement dans les réseaux sociaux. Allons-y donc. Allons-y donc, justement. On devrait normalement suivre votre éditorial. Je rappelle à l'endroit de nos téléspectateurs que vous en produisez toutes les semaines, un éditorial qui est diffusé sur les antennes de la radio nationale, sur les ondes de la radio nationale et bientôt à la télévision nationale aussi. Peut-être on devrait normalement écouter cet éditorial, mais je voudrais, pour ceux qui nous regardent, revenir un peu sur cet édito du 11 avril dernier, qui date de samedi dernier, où vous en prenez violemment aux Occidentaux, aux pays occidentaux, vous en prenez violemment à eux, justement, les accusant
peut-être à demi-mot, d'être ceux qui étaient dans certaines informations faisant état de ce que le virus ne pouvait pas se développer en Afrique à cause de la chaleur et bien d'autres. Et puis, bien d'autres jours, parler de la déstabilisation des États africains et bien d'autres, en revenant sur les différentes sorties de ces États occidentaux qui prévoyaient le chaos. Vous appelez certains, d'ailleurs, je vais retrouver le terme tout à l'heure, de vous employer des mots assez durs pour qualifier ces États. Pourquoi vous en prenez-vous à eux de cette façon? Déjà, nous ne nous en prenons à personne. Nous disons notre part de vérité, nous donnons notre analyse, qui est une analyse patriote, qui est l'analyse de Camerounais et Camerounaises qui croient en ce pays, qui est l'analyse des fils et filles, des filles et fils, j'aurais dû dire, de ce pays, qui pensent que le Cameroun restera debout, que le Cameroun restera un, qui restera uni et qui restera indivisible après Boko Haram au nord, après les troubles à la frontière centrafricaine, après la piraterie maritime, après la crise sécuritaire interne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que le Cameroun restera un uni. Parce que le Cameroun, voyez-vous, c'est ce pays-là qui déjoue tous les pronostics. Nous avons été ahuris de voir un certain nombre d'études produites à l'étranger qui non seulement prédisaient le chaos, mais prédisaient aussi en même temps la déstructuration de certains États, notamment d'Afrique subsaharienne. Suivez mon regard. Et qui, dans ces études-là, entrevoyaient un certain chaos, des dirigeants qui seraient touchés par le corona, l'économie qui partirait dans tous les sens, la sécurité qui ne tiendrait que par le bout d'un fil. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette vision afro-pessimiste du continent, et notamment cette vision très particulièrement pessimiste de notre région. J'avais dit dans une conférence donnée ailleurs qu'ici, certainement au ministère de la Culture, que le Cameroun était aujourd'hui doté d'une jeunesse, une jeunesse flamboyante, une jeunesse dynamique, une jeunesse, comme le dit le chef de l'État, fer de lance de la nation, qui a son destin en main et qui tient à garder son destin en main. Le destin du Cameroun ne se jouera pas à l'étranger, il se jouera au Cameroun. Et donc, prédit le chaos de l'étranger, prédit la déstructuration de nos États de l'étranger, prédire des calamités pour nos dirigeants nous pose quelque part quand même problème. Est-ce que vous pensez que attirer l'attention justement des États africains, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'a dit justement que l'Afrique devait se préparer au pire, je me souviens justement de cette expression, devait se préparer au pire. Vous estimez aujourd'hui que la situation est assez stable ou alors qu'on ne pourra pas arriver à ce pic qui était prédit? C'est pour ça justement que vous vous en prenez à ceux qui le disaient ou alors... Aujourd'hui, il faut, notamment vous qui paraissez adeptes des réseaux sociaux, pouvoir savoir aujourd'hui louer, malgré ce que disent les réseaux sociaux, les efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre cette épidémie devenue plus tard pandémie. Aujourd'hui, on est admiratif devant les efforts que fournit au quotidien le ministre de la Santé, appuyé par tous les autres ministères, non seulement pour mettre l'État du Cameroun à la hauteur de la gestion de cette pandémie, il faut protéger ces populations, c'est une responsabilité obligatoire, régalienne de l'État, et puis produire des résultats. Et nous sommes particulièrement contents aujourd'hui de voir que ça marche. La méthode à la camerounaise, l'approche à la camerounaise, comme il est de bon ton dans tous les États normalement constitués, est une approche contextualisée, adaptée à notre système économique, adaptée à notre système social, adaptée à la pression que nos populations peuvent supporter dans cette lutte qui, je le dis, relève de la sécurité nationale. Cette approche camerounaise, heureusement, elle marque des points et nous devons le relever ici pour nous en réjouir et au-delà rassurer le peuple camerounais quant à ce que les efforts des pouvoirs publics ne sont pas prêts de s'arrêter. Nous montons plutôt en puissance, on l'observe tous les jours et on sera, je pense, pour ma part, je suis particulièrement convaincu que l'État du Cameroun sera à la hauteur de développement de cette pandémie, quel qu'il soit. Mais est-ce qu'il suffit d'y croire, mon commandant, parce que certains scientifiques estiment justement que les lendemains justement peuvent être fatals pratiquement. Les prédictions des mêmes scientifiques il y a un mois sont en train de changer. Les scientifiques camerounais, hein, les mêmes qui avaient prédit, le chaos, les mêmes qui avaient prévu qu'on était arrivé à la rupture du système sanitaire, sont en train de reviser leur approche aujourd'hui et de se rendre compte que la courbe de croissance de la pandémie
n'est pas aussi asymptotique qu'on aurait pu le penser. Elle tarde à décoller, elle tarde à prendre de la vitesse, parce que il faut, et malheureusement, c'est ceux-là qui sont déçus de ne plus avoir les chiffres de nouvelles contaminations. Je dis, il faut regarder les choses positivement et ne pas rendre encore plus malade par l'information une population qui est déjà, comme l'ensemble de la population mondiale, particulièrement anxieuse des lendemains. Mais le travail du pouvoir public, c'est de rassurer. Est-ce qu'on peut se réjouir aujourd'hui, commandant, quand on sait que le nombre de personnes testées justement sur le sol camerounais n'est pas assez élevé? On nous parle de plus de 800 personnes contaminées aujourd'hui au Cameroun, et pourtant, par jour, on ne réalise pas 100 tests sur des personnes. Nous n'avons pas les mêmes chiffres. Nous n'avons pas les mêmes chiffres. Il y a une mission spéciale du ministère de la Santé, du Comité national de lutte, qui a été déployée dans la ville de Douala, et qui a checké et testé des dizaines et des dizaines de milliers de foyers. Et c'est une approche camerounaise, c'est une approche contextualisée qui est en train de prendre de l'ampleur et qui monte en vitesse. Moi, je voudrais et je continue de dire que je suis de ceux qui restent admiratifs devant l'ensemble des mesures déployées et mises en œuvre aujourd'hui par les pouvoirs publics, avec heureusement beaucoup de succès comparativement à ce qui était prédit par certaines personnes qui auraient peut-être le don de lire l'avenir. Et dans ce même édito, vous parlez de l'aide internationale. Vous déplorez justement le fait que ces Occidentaux, dans leurs prédictions, étaient allés très loin d'ailleurs, en faisant état de ce que sans l'aide internationale, l'Afrique ne s'en sortira pas et autres. Mais je voudrais vous rappeler que le Fonds monétaire international, pas plus tard qu'hier, a décidé de la suspension de l'aide, de la suspension justement de la dette et autres levées de dettes pour de nombreux pays dans le monde, en majorité des pays africains. Mais le Cameroun ne se retrouve pas malheureusement sur la liste. Mais pensez-vous que l'Afrique peut justement s'en sortir si elle n'est pas aidée, si elle ne reçoit pas ces aides internationales et bien d'autres qui sont annoncées aujourd'hui? Le monde globalisé aujourd'hui impose que les États tiennent compte les uns des autres, que les États s'entraident, que les États s'entracissent. On a vu ailleurs de très grandes nations, dites super développées, tendre la main, multiforme, à d'autres États pour qu'on leur vienne en aide pour gérer cette pandémie. On n'a pas vu un seul, on n'a pas vu deux, on n'a pas vu trois, on a vu plusieurs superpuissances tendre la main à leurs voisins, tendre la main à des pays amis. Le Cameroun a son cercle d'amis, le Cameroun a son cercle de pays amis. Et le Cameroun fait partie intégrante de la communauté internationale. Et là où il faudra aller prendre ce qui sera utile aux Camerounais, l'État camerounais ira le chercher. Le Cameroun ne peut pas évoluer en autarcie, il ne l'a jamais fait. Ça ne rentre pas dans son déploiement diplomatique, ça ne rentre pas dans sa politique de gestion des relations internationales. Et l'État du Cameroun ira chercher le nécessaire là où il se trouve. Il fera l'impossible pour sauver les Camerounais de cette pandémie. Alors, je voudrais vous proposer, mon colonel, d'aller maintenant au ministère de la Défense, ou aux officiers au quotidien, bien sûr, au secrétaire d'État à la Défense également, pour voir quelles sont les mesures qui ont été prises, comment le ministère de la Défense s'organise pour barrer la voie à la propagation du coronavirus. C'est un reportage d'Arnaud Gueffa que je propose de suivre et on débriefe juste derrière. Si vous entrez dans toutes les casernes de la République, vous trouverez un respect strict des règles barrières. Actuellement, nous tenons de manière quotidienne une réunion de 30 minutes qui permet à chaque personnel de savoir ce qu'il a lieu de faire. Toutes les prescriptions qui ont été édictées au niveau du Premier ministre, chef du gouvernement, ont été immédiatement mises en œuvre par la gendarmerie nationale. Fraîcheur matinale d'un jour de travail ordinaire, le ministère de la Défense est sous la dictature du dispositif anti-Covid-19. À l'entrée principale, une halte obligatoire.
La loi du moment qui s'applique là, c'est le lavage des mains avec de l'eau coulante et du savon. Un premier filtre piéton. À quelques mètres de là, une haie constituée. Automobilistes et piétons mêlés pour un contrôle de température à thermoflash. Pas moins de 6 postes de lavage de mains installés à l'entrée pour répondre au flux à la fois des usagers et du personnel. Tout le monde, de la basse à la haute sphère du ministère, de militaires de rang à haut gradé, tous appelés à sacrifier à ce rituel extorant. Ce dispositif mis sur pied dans les services centraux est dupliqué dans tous les démembrements territoriaux de l'armée. La direction de la santé militaire y accorde une attention particulière. À l'entrée du ministère de la Défense, ce n'est qu'un échantillon que vous pouvez retrouver un peu partout. Nous nous appuyons sur les directives nationales et on a un aspect particulier militaire. Si vous entrez dans toutes les casernes de la République, vous trouverez un respect strict des règles barrières. Et en plus même, nous les militaires, nous avons ajouté l'autoconfinement. C'est-à-dire en dehors du confinement, nos militaires, dès qu'ils sortent de nos casernes, devraient porter leur masque. Il y a également des mesures de télétravail. Il y a la distanciation, les systèmes de car pour que les gens ne soient plus regroupés. Au ministère de la Défense, pas un mètre sans un point de lavage des mains. Le contrôle est sans pitié avant de franchir la grille de chaque service spécialisé. Comme ici, à la division de la communication, un soldat affecté à la tâche. Ici, à la direction du matériel interarmé, le génie des occupants a produit un dispositif sophistiqué, avant-gardiste et surtout efficace. Un travail de recherche conçu sur cette table. Pour 20 litres d'alcool, on a 1 litre d'eau oxygénée. Le dessin mis en œuvre, le voici matérialisé. D'abord, ce point de lavage de main hors du commun qui fonctionne à l'aide des pédales. Nous avons pensé que nous pouvions mettre un système qui nous permet de laver les mains au savon sans avoir à toucher les équipements avec les mains. Quand on a fini de laver les mains, nous avons prévu, nous avons utilisé les pieds, nous avons marché sur un sol qui est peut-être souillé, qui est peut-être infecté. Raison d'être de ce récipient de désinfection de souliers. L'innovation trouve son pic ici. 4 ventilateurs qui crachent la mort des virus, adaptés à une surface de passage obligatoire, dotée d'un détecteur de présence. Nous avons 4 ventilateurs avec un produit désinfectant qui est pompé à partir des cuves qui sont au fond. L'armée est parée pour la guerre contre Covid-19. Ici, comme dans les autres corps de l'armée, la riposte est en place. Chez les sapeurs-pompiers, le principe de lavage des mains est acquis. Commodité installée à tous les coins et recoins. Direction Gendarmerie nationale. Distanciation ordonnée, 1 mètre au moins entre tous les usagers. Entrée sous condition. Respect de la distanciation sociale, lavage des mains, puis test de température. À l'intérieur, la stratégie est matérialisée. Multiplication des points d'eau, sensibilisation tous azimuts. Toute une cellule créée pour veiller au respect strict des mesures édictées par le gouvernement. Toutes les prescriptions qui ont été édictées au niveau du Premier ministre, chef du gouvernement, ont été immédiatement mises en œuvre par la gendarmerie nationale
toutes les instructions qui ont été répercutées par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense s'agissant de la lutte contre le coronavirus ont également immédiatement été mises en œuvre au niveau de la gendarmerie nationale. L'organisation du travail est modifiée. Les mesures internes épousent celles du gouvernement avec la rigueur tout exprimée des hommes et femmes affectés à la tâche. Combien de personnes travaillent? Je dirais une bonne centaine. Mais ce qui est prévu par le secrétaire de la Défense sous l'autorisation de sa hiérarchie, c'est de mettre tout le personnel féminin à la disposition du service de santé, qui vont être formés par module. Et ces modules permettront que ces gens soient utiles dans les 10 régions. La guerre, l'armée la connaît. Elle est au front contre la pandémie Covid-19, bien parée et déterminée à vaincre en tout honneur et fidélité. Merci à Arnaud Gueffa pour ce magnifique reportage au ministère de la Défense. Mon commandant, je voudrais poser une question. Direction du matériel militaire, des appareils sophistiqués, un dispositif totalement différent de celui qu'on a vu dans d'autres directions, la direction de la santé militaire par exemple, ou alors la division de la communication, même à la gendarmerie nationale, des ventilateurs, des produits fabriqués sur place. Il y a du 2 poids, 2 mesures dans ce qui se fait pour la protection. Pas du tout. Pas du tout. Je suis d'ailleurs bien flatté par cette question parce que vous tombez justement sur le piège de la notion de montée en puissance. Dans l'urgence de la mise en œuvre des 13 mesures, les toutes premières de M. le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons fait comme toutes les autres administrations, rapidement adapté des bacs, du savon et tout pour que les militaires puissent dès le lendemain se mettre au pas. Maintenant, ce dispositif, il monte progressivement en puissance. Nos ingénieurs sont en train de développer des mécanismes qui permettent d'avoir en un seul point la distribution automatique de savon ou de gel hydroalcoolique, la distribution automatique de l'eau, de même que l'évacuation des eaux usées, et en même temps des ventilateurs qui sont alimentés par des vapeurs d'eau qui elles-mêmes contiennent un ensemble de produits chimiques destinés à désinfecter le soldat qui se présente des cheveux, de la casquette jusqu'aux chaussures. Entre le moment où ce film a été tourné au ministère de la Défense et aujourd'hui, il s'est écoulé à peu près 5 jours et nous avons aujourd'hui un taux d'occupation du terrain par ces équipements high-tech d'à peu près 40%. Dit que la montée en puissance, elle est quotidienne. Et cette méthode-là, ce système particulièrement bien pensé, que vous avez vu à la direction des matériels interarmés, est justement en train de se diffuser dans tout le ministère de la Défense, à la gendarmerie nationale et évidemment aussi bien à Yaoundé que dans les garnisons hors de Yaoundé. C'est un système appelé à fleurir dans tout le dispositif à travers le territoire national. Et en parlant de ce dispositif, effectivement, est-ce que dans les gendarmeries et dans bien d'autres démembrements du ministère de la Défense à travers le pays, si on se rend actuellement à Ndop, à Baganté et autres, est-ce qu'on trouvera ce dispositif justement, celui-là qui est un tout petit peu sophistiqué, qui est mis en place en dehors de l'eau et du savon et bien d'autres trouvés sur place pour tenter justement de bloquer davantage ou alors de barrer la voie efficacement à la propagation de ce virus. Au lendemain des 13 mesures de M. le Premier ministre chef du gouvernement, les forces de défense et de sécurité, tout ensemble, se sont réunies au ministère de la Défense pour développer des mécanismes contextualisés, adaptés à l'environnement de travail des forces de défense et de sécurité. Et donc, les mesures barrières dont on parle aujourd'hui, l'interdiction de salut par la poignée de main dont on parle aujourd'hui, je voudrais dire que ça fait partie même de notre constitution dans les forces de défense. Le salut militaire, c'est à 6 pas et on ne se serre pas la main. Il a toujours été à 6 pas. Si vous allez aujourd'hui, aussi bien dans les démembrements spécifiques que sont par exemple la gendarmerie routière ou les postes même de gendarmerie, vous allez vous rendre compte que les mesures barrières
sont adaptés et contextualisés par rapport aux possibilités de contact avec le public et par rapport à l'environnement local. Nous avons par exemple, en termes de communication et d'objets de communication, nous avons militarisé l'ensemble des objets de communication qui avaient été produits par le ministère de la Santé pour que ça parle aux hommes en tenue, pour que ça parle à la police, pour que ça parle à l'administration pénitentiaire, pour que ça parle aux gendarmes. Le travail d'un élément d'intervention, du groupement d'intervention polyvalent de la gendarmerie nationale, n'est en rien correspondant au travail d'un élément de la gendarmerie dans un poste de gendarmerie. Ce n'est en rien correspondant au travail d'un gendarme de la routière, qui ont tous affaire à un certain public à des moments donnés et dans des contextes différents. Et si vous allez par exemple à la sortie de Yaoundé et que vous tombez sur un barrage de gendarmerie, vous allez vous rendre compte qu'ils sont équipés de masques, ils sont équipés de dispositifs vitrés qui les protègent de la population qu'ils sont censés contrôler, ils sont équipés de gants qui permettent de contrôler les pièces, mais aussi de gants qui permettent, le cas échéant, d'évacuer des blessés qui sont en ce moment des gants chirurgicaux. La communication du ministère de la Défense dans ce domaine spécifique est particulièrement adaptée et contextualisée à l'usage qu'on fait dans chaque secteur. Quid de nos soldats au front? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour eux? Doit-on craindre pour eux, effectivement? Les mêmes mesures, les 13 mesures, plus 7 que le ministère de la Santé, le Premier ministre... Est-ce que les conditions dans lesquelles ils travaillent effectivement sur ces fronts de guerre-là leur permettent de respecter ces mesures-là? Les opérations militaires sont par essence contextualisables. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que les mesures barrières sont aussi bien appliquées par nos militaires en garnison que par nos militaires en opération. L'armée a cette particularité qu'elle peut s'adapter aussi bien dans les us, les coutumes que dans la pratique de terrain. Et on a des mesures spécifiques qui sont appliquées sur le terrain. D'ailleurs, je voudrais vous dire que, tout comme les écoles et les universités, l'armée a libéré la quasi-totalité de ses centres d'instruction pour éviter tout confinement qui pourrait permettre à la maladie de prospérer. C'est dire à quel point nous sommes au pas dans l'exécution totale des 13 plus 7 mesures prescrites, voire au-delà. Et au sujet, justement, de ces mesures, on l'a vu et on vient de le regarder dans ce reportage, de mesures ont été prises justement pour barrer la voie à la propagation du virus, mais on l'a suffisamment également dit, commandant, le Cameroun est en guerre contre ce virus. Quel est le rôle de l'armée, quel est le rôle que joue l'armée dans la lutte contre la propagation de ce Covid-19 au Cameroun? Vous savez, l'armée, c'est une des composantes essentielles de la nation. L'armée est garante en temps de paix de la protection des frontières du Cameroun et prête main forte aussi à garantir la libre circulation des biens et des personnes. Mais aussi, l'armée est cette réserve stratégique aux mains du gouvernement, aux mains des administrations. L'armée est en train de monter en puissance pour venir en appui à travers la médecine militaire et le génie militaire, en appui au ministère de la Santé, il faut le préciser ici, est l'autorité qui conduit la lutte sur le terrain opérationnel. C'est le ministère de la Santé. Toutes les autres administrations s'allient au ministère de la Santé pour mener cette bataille qui est d'abord une bataille médicale avant d'être après une bataille économique, une bataille sécuritaire, bref, avant de se transposer sur tous les autres plans. Et l'armée est positionnée comme l'ultime rempart, en mesure de... La montée en puissance engagée aujourd'hui permettra très rapidement à l'armée de disponibiliser de sites de confinement sur l'ensemble des 10 régions du territoire national, en adossant un dispositif et une organisation de lutte cohérente sur les secteurs de santé militaire, qui sont des démembrements de la division de la santé du ministère de la Défense, qui sont implémentés dans chaque région administrative du Cameroun et couvrent l'ensemble de la région. Ça va du secteur de santé militaire numéro 1 au numéro 10 et ces secteurs vont monter en puissance en mesure de prêter main forte au dispositif sanitaire régional de monter en puissance parce que l'armée devrait être capable très rapidement de disposer de zones de confinement spécialement aménagées dans le modèle des hôpitaux de campagne pour prêter main forte au ministère de la Santé pour venir à bout de ce fléau qui, comme vous le dites, est une cause nationale. Jusqu'ici, rien n'a été fait dans ce sens, donc? Les travaux sont en cours. D'accord. Et la gendarmerie, elle,
justement, mène des campagnes de sensibilisation des usagers. On en a vu à Douala sur le terrain avant l'entrée en vigueur du port obligatoire du masque, mais de nombreuses difficultés visiblement vécues sur le terrain. Quelles difficultés, quelles sont justement ces difficultés auxquelles la gendarmerie nationale fait face sur le terrain lors de ces multiples campagnes et autres? Chaque société organisée a son lot de sceptiques. Et vous avez encore, malheureusement, ces minoritaires aujourd'hui des Camerounais qui ne croient pas au coronavirus. Malheureusement, le corona n'est pas une réalité palpable du bout des doigts. Elle n'est pas visible. Sinon, elle n'est visible que lorsque vous avez un proche qui est touché, et quelquefois durement, ce qui réveille la conscience de certains. Et donc la gendarmerie a fait à l'indiscipline caractérisée, heureusement, d'une infime minorité, qui est progressivement en train de revenir dans les rangs. Et comment peut-on expliquer, selon vous, et selon les informations qui vous reviennent du terrain, cette sorte de réticence des Camerounais à se conformer aux mesures du gouvernement? Disons que, comme le monde entier, on a été surpris par l'arrivée de ce virus qui propage la mort. Et je vous ai dit, il y a des sceptiques qui voudraient peut-être voir avant de croire. Mais je voudrais aujourd'hui vous rassurer qu'à l'analyse, ces sceptiques, c'est une infime minorité et qui va rapidement se convertir aux règles barrières, aux mesures de protection, parce que malheureusement, le coronavirus, c'est une réalité et quelquefois, il y a malheureusement des cas de décès pour rappeler aux sceptiques qu'il ne s'agit pas d'une blague. Mais rassurez-vous, des études de terrain que nous conduisons pratiquement tous les jours pour étudier l'opinion et le comportement des citoyens, il s'avère que c'est une infime minorité, c'est une toute petite minorité. Au-delà du travail mené par la gendarmerie et même par notre police, la police nationale sur le terrain, des plaintes des usagers reviennent de temps en temps, des usagers justement qui se plaignent de certains abus orchestrés par ces éléments de la gendarmerie nationale, que ce soit des usagers de la route et bien d'autres qui procèdent à certains abus, des arnaques et bien d'autres sur le terrain. Avez-vous eu vent de ces informations, de ces plaintes qui se font de plus en plus récurrentes depuis le début de cette pandémie? Je voudrais dire que les forces de défense et de sécurité, que ce soit la gendarmerie, c'est un corps social, à l'image même de notre société. Nous avons dans les rangs, là aussi c'est vraiment infime, un certain nombre de brebis égarées. Nous avons malheureusement un certain nombre d'éléments qui de temps en temps, pour X ou Y raison, peuvent s'écarter de la bonne conduite. Et je voudrais vous rassurer ici que les règlements intérieurs, règlements de discipline applicables dans les armées et à la gendarmerie sont stricts sur le respect des règles d'engagement et sur le respect de conduite des missions de terrain, qui privilégie en tout point le respect du citoyen, en tout point le respect de l'individu. Et lorsque dans les rangs, nous avons vent des comportements qui seraient allés au-delà des instructions de la hiérarchie, qui d'ailleurs à chaque fois reprécise qu'il faut absolument agir dans le respect du citoyen, ces éléments, ceux de nos éléments qui sont concernés par ces débordements sont sévèrement sanctionnés. Je voudrais dire que dans les armées, contrairement à tous les autres corps sociaux, les sanctions peuvent être disciplinaires, elles peuvent être administratives, elles peuvent être statutaires et elles peuvent même être pénales. Et elles sont généralement cumulatives. C'est dire que pour une même faute commise, le militaire ou le gendarme est 10 fois plus pénalisé lorsqu'il est reconnu qu'il a tort que le citoyen ordinaire. Et rassurez-vous, lorsque la hiérarchie avant d'un cas, la réglementation est tout de suite mise en branle et l'élément est sorti des rangs et il doit s'expliquer. Et le cas échéant, s'il est avéré qu'il a eu un comportement déplacé ou inapproprié, les sanctions lui sont immédiatement appliquées avec des conséquences sur sa solde, sur ses avancements, sur sa carrière. Pour imaginer que ce n'est pas une partie de plaisir. C'est, nous sommes contents de le dire, une infime minorité qui peut de temps en temps sortir du rang, malheureusement. Puisque vous avez parlé de réglementation tout à l'heure, je voudrais vous faire réagir, commandant Tofak, sur cette question. Pendant que l'armée se bat effectivement et au front pour combattre le Covid-19, également les médecins, on l'a suffisamment dit tout à l'heure, il y a une sorte de polémique qui est née il y a quelques jours au sujet d'une note du ministre de l'administration territoriale adressée à certains partis politiques et organisés
des collectes de fonds et bien d'autres pour venir en aide aux populations, pour lutter bien sûr contre le Covid-19 et également une passe d'armes qu'on observe depuis quelque temps entre certaines formations politiques et le ministère de l'administration territoriale qui, ces formations politiques ne veulent pas absolument se conformer à ce que dit le ministère de l'administration territoriale. Est-ce que selon vous, cette sorte de guéguerre devrait avoir lieu en ce moment où tous, justement, où nous tous nous battons bien sûr contre ce Covid-19? Est-ce que ce type de guéguerre est de bon ton en cette période précise? D'abord, je voudrais vous rassurer, l'armée ne fait pas de politique. L'armée ne se mêle pas du politique. L'armée camerounaise est une armée engagée sur plusieurs fronts. Peut-être que c'est le moment de le dire aux Camerounais. Sur le plan interne, l'armée est engagée depuis de longues années à l'extrême nord avec Boko Haram, qu'il combat heureusement avec beaucoup de victoires et territoire national. On en parlera tout à l'heure. Qui sont tenus, on y reviendra. À la frontière de l'Est, je ne vais pas m'étendre dessus. On y reviendra aussi. La frontière est tenue. Sur le plan maritime, on a fait des progrès énormes, soit pris comme Cameroun seul ou avec les États voisins. Le plan d'eau est tenu. Et dans la région du nord-ouest et du sud-ouest aussi, on est aujourd'hui admiratif devant les résultats obtenus par l'armée. Je voudrais aussi vous dire que la même armée est engagée sur les fronts extérieurs. Nous avons 2 unités de police constituées, 145 hommes x2 déployés en République centrafricaine. Nous avons un bataillon, 750 hommes déployés là-bas. Nous avons des observateurs de la paix et des officiers d'état-major au Mali, et nous avons des observateurs de la paix et des officiers d'état-major en RDC. C'est vous dire un peu que cette armée-là, qui est déjà suffisamment occupée, d'une part, apporter assistance aux pays voisins ou lointains, parce que son expertise est reconnue par les États, par les Nations Unies, et qu'on fait appel à elle pour intervenir dans la vaste scène de restauration de la paix à travers le monde. La même armée ne peut pas faire de politique sur le plan intérieur. Et nous pensons, comme nous le voyons ailleurs, qu'en période de guerre, le Covid-19 ayant été déclaré pandémie à l'échelle mondiale, l'union sacrée des Camerounais devrait primer derrière leurs dirigeants pour qu'on ait une direction unique de la lutte, une impulsion unique par les représentants de la nation pour qu'on puisse rapidement espérer voir le bout du tunnel de cette question sanitaire qui, elle est mondiale. L'armée ne fait pas de politique. Une impulsion unique qui serait peut-être venue également de ce chef, le chef des armées, effectivement. Beaucoup se demandent où est passé le capitaine des troupes, le chef des troupes, où est-il au moment où l'armée se bat justement pour combattre le Covid-19? Où est le chef des armées? Où est passé le président de la République? Le chef des armées a donné le ton, la mesure et la direction du combat. Le Premier ministre, lorsqu'il énonce les 13 mesures d'application immédiate, il les tient du chef de l'État, chef des armées. Lorsqu'il apporte des correctifs avec 7 mesures additionnelles, il les tient de l'évaluation, de l'audit, du retour du terrain et des orientations stratégiques du chef de l'État, chef des armées. Pour nous les militaires, nous savons ce que valent les dites orientations. La vision qu'il y a derrière, la vision à la fois politique, la vision économique, la vision stratégique, et puis l'anticipation sur le ton, sur la sortie de crise, obéissent à un agenda. Et cet agenda est celui du chef de l'État. L'effectivité des mesures est visible aujourd'hui. La pandémie est plus ou moins maîtrisée. Et nous pensons que si on faisait confiance à cette impulsion donnée depuis le plus haut sommet de l'État, à la mise en œuvre totale des mesures édictées 13+7, il y a de fortes chances que le Cameroun n'atteigne jamais la cote d'alerte qui a été donnée par les réseaux sociaux et par certains médias et colporteurs de mauvais augure. Donc pour nous, la direction de la lutte ne souffre de rien. Les hautes instructions ont été données à qui de droit. Il appartient au gouvernement. Et Dieu merci, regardez avec quel professionnalisme le gouvernement joue sa partition. Le Premier ministre qui coordonne, le ministre de la Santé qui est au front opérationnel de lutte et tous les autres ministères qui lui prêtent main forte. Mais sachons de temps en temps reconnaître... Ils auraient souhaité peut-être ces Camerounais-là qui demandent où est passé leur chef, le voir, l'écouter, l'entendre leur parler, par exemple. C'est un peu de ça qu'il s'agit aussi, non?
commandant. Mais les mêmes Camerounais ne lisent pas beaucoup. Vous savez, les silences présidentiels ont fait l'objet de plusieurs thèses de doctorat et de plusieurs ouvrages. Le chef de l'État... Doit-on magnifier le chef silence de l'État, du président dans un tel contexte? Comme sa fonction le prédestine, est le maître des horloges nationales. Le chef de l'État parle quand il le faut, donne des instructions quand il le faut à tout un gouvernement, tout un premier ministre du gouvernement, des ministères décentralisés, certains régaliens, d'autres pas, qui les mettent en batterie. Et puis, du haut de sa posture, du haut de la présidence, il l'observe et s'il est possible, il recadre, il réoriente et il valide. Donc, pour nous, nous ne pensons pas qu'il faille absolument traîner sur cette question. Non. On va passer donc à autre chose et vous l'avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, la question sécuritaire, la situation sécuritaire de notre pays. Vous avez commencé à parler du nord-ouest, du sud-ouest, 4 ans justement que ces deux régions traversent une crise sans précédent. Quelle est la situation présente sur le terrain, commandant? Le terrain est tenu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le terrain est particulièrement tenu par les forces de défense et de sécurité engagées. En témoigne la reprise progressive de l'école, en témoigne la réouverture progressive des marchés, en témoigne la reprise progressive des activités marchandes et agricoles. Bref, le terrain est tenu et la vie reprend progressivement son cours normal. Et pouvez-vous nous dresser en termes de bilan les pertes justement déjà occasionnées par cette crise qui dure depuis 4 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest, pertes en termes de soldats, nombre de soldats camerounais tombés sur ce front, le front de cette guerre qu'on qualifie parfois de sale guerre mais qui perdure malheureusement? D'abord, je voudrais ne pas préciser ici que l'armée camerounaise n'est pas en guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'armée camerounaise n'est en guerre contre personne. Parler de guerre ici serait induire en erreur l'opinion nationale et l'opinion internationale. Là, les forces de défense et de sécurité sont engagées dans ces régions dans des opérations de restauration de la sécurité, de la sûreté des hommes et de leurs biens, du statu quo ante, avant qu'un certain nombre de bandes criminelles ne décident. Mais font face à des bandes armées, effectivement, qui sont constituées sur place et qui se font appeler armées ambazoniennes et bien d'autres noms qui sont donnés. C'est un combat quotidien. L'armée ne mène pas le combat. L'armée s'applique à garantir que les citoyens, les enfants peuvent aller à l'école, que les familles peuvent aller au champ, que les commerçants peuvent vaquer à leurs occupations. L'armée exécute simplement une mission régalienne de l'État qui est celle de garantir que ces citoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, puissent dormir en paix chez eux, puissent vaquer librement à leurs occupations. En gros, nous appelons ça la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. C'est une obligation régalienne de l'État. L'État doit le faire pour les citoyens qui sont au nord-ouest, au sud-ouest, et pour les citoyens qui sont sur toute l'étendue du territoire national. C'est cette mission-là que l'armée conduit dans cette zone, et les résultats, comme je vous ai dit, sont satisfaisants. Satisfaisant, commandant, satisfaisant, mais on vous dira justement que tout ce que vous avez cité tout à l'heure, permettre aux gens, aux enfants d'aller à l'école, permettre aux citoyens de circuler librement, ça n'est pas effectivement le cas dans certaines localités du nord-ouest et même du sud-ouest. Peut-être dans certaines villes de ces deux régions, la libre circulation, oui, elle est effective. Mais au moins, l'école, ça fait pratiquement 4 ans que les enfants ne sont pas allés à l'école. Mais vu ainsi, est-ce qu'on pourrait dire que la situation est justement, et que les résultats sont satisfaisants sur le terrain aujourd'hui, comme vous le dites? Je persiste, insiste, pour dire que les résultats sont satisfaisants. La situation du terrain est tenue aujourd'hui. Et nous venons, le gouvernement vient coup sur coup d'organiser 3 élections, 4 élections même, je dirais, dans cette zone-là. Il y a eu l'élection présidentielle, et il y a eu les élections municipales, il y a eu les élections législatives, tenues dans des qui ont même été reprises dans certaines zones de ces régions. Reprises justement à cause... Et ceux qui prédisaient... Non, ça a été reprises justement à cause de cette insécurité. Donc, ça a été repris parce que le Cameroun, c'est un État de droit. Oui. Il y a des parties prenantes qui ont estimé qu'un certain nombre de dispositions n'avaient pas été respectées. Elles étaient à cause de la sécurité, justement, qui n'était pas garantie pour tous. Elles étaient viciées dans la forme ou dans le fond.
Et les sachants ont estimé qu'à cause de ces vices, les élections devaient être reprises. Elles ont été reprises. Et ceux qui prédisaient le chaos se sont retrouvés avec des élections qui sont déroulées non pas une fois, mais 2 fois. Et aujourd'hui, on a des représentants avec élus. quel taux de participation, on a envie de vous demander, vous parliez de l'élection présidentielle tout à l'heure, avec un taux de participation extrêmement faible parce que les populations, craignant justement des mots d'ordre de ces combattants séparatistes, là sont restées chez elles et ne sont pas allées aux élections. C'est votre vision. Et donc, je disais que la vie reprend tellement bien dans ces zones-là qu'on a pu y tenir dernièrement des élections législatives. On a même pu les reprendre pour satisfaire des doléances d'un certain nombre de parties prenantes qui n'avaient pas été satisfaites du premier processus. Et on a eu des résultats et les représentants du peuple sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale et les populations des zones dans lesquelles les élections ont été reprises ont la possibilité aujourd'hui que leur porte-voix, que leur porte-parole porte leurs vœux, portent leur volonté dans la représentation nationale qui est l'Assemblée nationale. Nous voulons aujourd'hui pouvoir nous réjouir et regarder plutôt le verre en le considérant à moitié plein qu'à moitié vide. Vous savez, au Cameroun, il y a malheureusement une immense majorité de la population qui pense que le verre est à moitié plein et une infime partie d'irréductibles qui le verront toujours à moitié vide. Nous sommes de ces positifs-là qui pensent que les choses s'améliorent et le terrain montre qu'effectivement les choses s'améliorent. Commandant Tofak, notre armée a-t-elle du mal à vaincre les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest? Vous savez, il est toujours particulièrement difficile pour chaque armée, dans le cas présent c'est notre armée, de gérer des situations sécuritaires avec ses propres enfants. Le contexte des régions du nord-ouest et du sud-ouest, où nous sommes dans des opérations de restauration de la sécurité-sûreté quotidienne, n'a rien à voir avec le contexte de l'extrême nord où nous sommes en guerre. Et oui, sur le front de l'extrême nord, on y reviendra, nous sommes effectivement en guerre. On en parlera, oui. Mais dans le nord-ouest et sud-ouest, nous avons affaire à nos propres enfants, un seul mort, quel que soit le côté, et c'est déjà trop, c'est inadmissible. Et l'armée essaye tant bien que mal de garantir que la majorité silencieuse des citoyens, parce qu'il faut bien le dire, l'immense majorité silencieuse des citoyens, croit en la République, croit aux valeurs républicaines du Cameroun, croit au paix, travail, patrie, croit au vert aux zones, chante au Cameroun, berceau de nos ancêtres, avec fierté, la poitrine bombée et la tête levée. Cette majorité silencieuse-là n'est pas celle qui pose le problème. Une bande de délinquants, pseudo-sécessionnistes, mais en réalité aujourd'hui des brigands, des preneurs d'otages qui les libèrent contre rançon au quotidien, ne peut pas mettre en avant une pseudo-cause pour justifier la criminalité de bas étage qui est le lot de leurs activités quotidiennes. Et nous ne permettrons à personne d'ériger cette criminalité de bas étage en quelconque revendication d'une autre nature. C'est ça la vérité aujourd'hui. Et ne me dites pas que vous ne connaissez pas, dans vos amis ou dans vos proches, quelqu'un qui n'a été victime de ces prises d'otages quotidiennes-là ou de ces vols à répétition, des vols armés. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est une criminalité résiduelle qui va progressivement s'estomper parce que les forces de défense et de sécurité travaillent à ce que le calme revienne totalement et bientôt on n'en parlera plus. On a envie de vous demander, travail depuis 4 ans effectivement, sauf que la situation sur le terrain, vous-même vous l'avez décrit tout à l'heure avec ces prises d'otages, avec demande de rançon et autres, se poursuit. La situation se poursuit effectivement sur le terrain et du coup les populations, elles, se posent des questions, à savoir l'armée qui est supposée garantir leur sécurité. Où en est-elle? C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir si notre armée a du mal à vaincre ces forces séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous n'avez pas lu l'histoire de l'armée camerounaise. Vous n'avez pas lu son histoire. L'armée camerounaise a été créée à l'aube des indépendances en 1959 exactement et bâtie, architecturée sur le concept armée-nation, défense populaire. En gros, vous êtes un défenseur de la République, de votre posture. Et cette armée-là a développé le concept d'armée-nation, armée et citoyen. Lorsque je vous parle de la majorité silencieuse, vous observerez aujourd'hui que sur le front de l'extrême nord, on a des comités de vigilance de citoyens volontaires qui se portent au rang pour assister les forces de défense et de sécurité, produits du renseignement, veiller sur les localités et leurs villages. Mais vous observerez aussi avec moi, mais ça, peut-être que vous refuserez de l'accepter ou que vous refusez de le voir, que dans beaucoup de villages, les populations qui exercent leur mission de défense populaire se sont levées pour arrêter à main nue les criminels de leur village et les remettre aux autorités. À la prison de Bamenda-Oji ou à la prison centrale de Boya, nous avons beaucoup de bandits, de criminels dits
sécessionnistes arrêtés à main nue par les populations et remises aux autorités. Mais heureusement, à côté aujourd'hui aussi, et je voudrais vous dire que peut-être que vous vous attendez à ce que l'armée camerounaise vous étale un bilan guerrier d'une quelconque victoire militaire. L'armée est déployée dans le nord-ouest et du sud-ouest pour gagner des cœurs. Nous travaillons tous les jours à vaincre les réticences, à vaincre le mal pour gagner les cœurs des Camerounais, parce que celles et ceux-là qui ont choisi de sortir du cadre de la République pour s'en prendre à la République 4 ans, ça n'a pas beaucoup duré, mon commandant. Sont des brebis égarés que le chef de l'État appelle tous les jours à retrouver le droit chemin. Le chef de l'État a tellement souhaité appeler au droit chemin qu'on a fini par l'appeler, et je pense bien que ça lui sied bien, de mendiant de la paix. Oui. Il a ouvert à Boya un centre de DDR, à Bamenda un centre de DDR, qui ne désemplissent pas. Je voudrais pouvoir vous dire aujourd'hui, avec, comme on dit dans l'armée, le torse bombé, que ces centres de DDR ont commencé à placer les ex-combattants. J'appellerai pas combattants. C'est l'expression consacrée malheureusement à l'ex-combattant. Pas combattants. Les ex-délinquants, on a commencé à leur trouver du travail. Il y a un certain nombre de sociétés parapubliques au niveau de la région, à Bafoussam, qui ont recruté plusieurs dizaines, au niveau de Douala, qui ont recruté plusieurs dizaines. Et tous les jours, il y a des jeunes Camerounais dans cette zone qui sortent de la bourse pour rejoindre volontairement le centre de DDR et qui acceptent, pour ceux qui ont les compétences, de travailler en placement ou qui acceptent des petites formations spécialisées dans ce qu'ils aiment, qui sont déjà lancées à la date où je vous parle. Je voudrais vous inviter une fois de plus à regarder le bon côté des choses et à ne pas croire, n'est-ce pas, donner forcément ce large crédit-là que vous semblez donner aux réseaux sociaux. Peut-être pas les réseaux sociaux, mon commandant, peut-être la situation en elle-même sur le terrain. Mais je vous repose la question, permettez-moi d'insister. 4 ans, est-ce que ça n'a pas assez duré? Qu'est-ce qui fait la complexité de cette guerre? Vous ne voulez pas l'appeler guerre, mais elle a tout l'air justement d'une guerre. Qu'est-ce qui fait la complexité de ce combat entre l'armée camerounaise et ses forces séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest? On serait attendu qu'ils soient vaincus, que la paix revienne au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 6 mois. Pourquoi pas? Mais 4 ans, ça continue. À quand la fin justement de cette guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? D'abord, je suis particulièrement déçu que vous insistiez sur le terme de guerre. L'armée camerounaise, les forces de défense et sécurité camerounaises ne sont pas en guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elles n'ont pas face à elles des combattants. Le mot combattant, la notion de combattant a une certaine hauteur. Cette notion revêt un certain caractère noble. L'armée a affaire, et vous le savez, et votre littérature vous permet de le savoir, à des délinquants, à de bandes criminelles qui refusent aujourd'hui, malgré l'évolution de la situation sur le terrain, de regagner le rang, de regagner les camps des DDR et de s'enrôler dans la bonne marche de la République. Je vous ai dit ici qu'il faut comprendre, et je comprends que vous êtes journaliste, ça nécessite un certain effort, de comprendre, et j'insiste pour le dire, que l'armée camerounaise n'est pas allée en bataille dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. L'armée travaille à se déployer, à gagner les cœurs. La véritable victoire est celle des cœurs. D'ailleurs que dans ces régions, l'armée déploie aujourd'hui un certain nombre d'actions civilo-militaires en appui. On évaluera le concept armée-nation tout à l'heure, je le promets, dans la suite de cette émission. Et je voudrais qu'on reste sur cette armée qui a été régulièrement pointé du doigt, d'ailleurs accusé par des organisations non gouvernementales et même certaines formations politiques de commettre des exactions sur les populations civiles dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Que répondez-vous à cela? Je voudrais vous rassurer que malheureusement je ne donnerai pas les chiffres ici. Je l'ai déjà dit dans une de vos précédentes questions, que l'armée est un corps social à l'image de l'ensemble de notre société. Nous ne demandons pas forcément d'avoir carte blanche. La carte blanche, c'est une espérance. C'est notre ultime but, atteindre le niveau où on ne nous ferait aucun reproche. Nous avons malheureusement dans les rangs, ça peut arriver avec la police, ça arrive avec la gendarmerie, ça arrive avec les armées, un certain nombre de nos éléments qui peuvent de temps en temps
s'écarter du droit chemin. Il y a quelques années, l'armée camerounaise, vous allez peut-être accepter que je vous montre ce manuel. Oui. Ce manuel qui fait aujourd'hui, j'espère qu'on le voit, j'espère qu'on le voit aux antennes. De toute façon, quand ils pourront, je vais le montrer. Oui. Le manuel de droit sur les principes humanitaires applicables en contexte des opérations militaires. Je voudrais qu'on puisse aujourd'hui rendre compte à l'opinion nationale et internationale que le militaire camerounais a une formation pointue dans le respect des droits de l'homme, oui. Parce que à tous les échelons de la formation, à tous les niveaux de la formation, évidemment adaptés à la capacité de compréhension de ceux qui sont enseignés, on leur inculque des valeurs qui sont des valeurs universelles de respect des droits de l'homme, des valeurs universelles de conduite des opérations militaires. C'est un enseignement échelonné à tous les niveaux de formation, du plus petit niveau chez des soldats au niveau de l'enseignement supérieur, y compris à l'école de guerre. Et ces enseignements-là vont servir de boussole à nos militaires lorsqu'ils sont en opération. Le taux de satisfaction n'est pas à 100%. S'il arrive d'aventure, ça arrive de temps en temps, mais c'est rare que certains de nos hommes s'écartent du droit chemin. On leur applique la réglementation. Et je vous ai dit ici, permettez-moi d'insister, je vous ai dit, il faut que l'opinion publique le sache, qu'en matière de discipline, les militaires et gendarmes confondus sont pour la même faute punis à la fois sur le plan disciplinaire, sur le plan pénal, sur le plan administratif et sur le plan statutaire. Pour la même faute commise. Aucun citoyen, qui qu'il soit, ne subit autant les foudres de la loi. Mais vu de l'armée, la loi c'est la loi, la réglementation c'est la réglementation. Tout est donc mis en œuvre pour qu'on ait des hommes et des femmes droits dans leurs bottes qui exécutent des missions en évitant soigneusement de porter atteinte à l'intégrité des citoyens auxquels ils auraient affaire. Les cas égarés sont gérés avec le maximum de rigueur. Peut-être celui-ci est un cas égaré, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question, commandant Tonfack. Le dernier cas, justement, ce sont ces événements de Ngarbou, dans la région du nord-ouest du Cameroun. On en a justement accusé notre armée d'avoir massacré des populations. Il y a 2 mois, effectivement, jour pour jour que ces événements ont eu lieu, c'était le 14 février 2020 dans ce village du nord-ouest du Cameroun. Que s'est-il exactement passé ce jour? On a entendu des versions et des versions. Que s'est-il passé ce jour? Non. Vous avez entendu des versions et des versions, et vous avez eu la version vraie du gouvernement. Vous l'avez eu à travers le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, vous l'avez eu à travers le ministre de la Communication, vous l'avez eu à travers le ministre des Relations extérieures. Pourquoi serait-elle la version vraie? Je voudrais terminer en déplacement à la Commission des droits de l'homme à Genève une dizaine de jours plus tard. Le chef de l'État a instruit une enquête spéciale et diligente sur ce dossier. Où en est-on 2 mois? Les résultats de cette enquête ont été transmis à qui de droit? Et nous attendons tous. Vous estimez que le public n'a pas le droit de savoir ce qui s'est passé exactement? 2 mois plus tard, on serait attendu à ce que l'opinion soit informée au moins de ce qui s'est exactement passé. Qu'on réponde peut-être à ces organisations non gouvernementales-là qui ont accusé l'armée camerounaise d'avoir massacré 21 personnes, dont une femme enceinte et des enfants. On aurait pu transmettre, rendre public les résultats de cette enquête-là, permettre au peuple de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé ce 14 février. Je voudrais vous donner des éléments de la compréhension de la situation de Ngarbou. Dès le 15 février, vous avez 2 éléments des Nations Unies, certains M. James Noonan et Andrew Pendleton, qui vont intervenir sur les chaînes d'une certaine télévision pour déclarer avec force conviction que l'armée avait massacré 21, 22 ou tantôt 23 personnes à Ngarbou. Vous avez cette chercheuse senior de Human Rights Watch, Mme Patricia Allegrodi, qui va repercuter
cette déclaration-là, elle est portée à l'échelle internationale dans tous les médias, y compris jusque sur les plateaux d'une télévision étrangère occidentale. Elle disait se baser sur des enquêtes de terrain et des images satellitaires et bien d'autres, juste pour préciser. Alors, je voudrais pouvoir porter à l'attention de l'opinion nationale aujourd'hui que l'armée camerounaise, l'armée professionnelle, qui garantit que la majorité des Camerounais dorment sur un lit douillet et puissent vaquer à leurs occupations, l'armée professionnelle camerounaise qui garantit que vous ayez pu vous déplacer de Douala à Yaoundé en toute sécurité et que nous soyons sur ce plateau de Canal 2 ce soir, cette armée-là a mis la main quelques jours après sur l'informaticien manipulateur des terroristes qui se trouvent dans le nord-ouest et sud-ouest, un certain Formi Yakubu, qui heureusement avait dans ses outils informatiques un certain nombre d'informations particulièrement compromettantes pour les deux agents des Nations Unies qui ont fait des déclarations sur Garbo, Andrew Pendleton et James Nonan, mais aussi sur Madame Patricia Allegrozi, qui malheureusement commandite dans leurs échanges la production d'images choquantes de corps calcinés, de maisons brûlées, pour pouvoir densifier son rapport. L'extraction et l'exploitation des métadonnées, des instruments informatiques, téléphones et ordinateurs de ce terroriste spécialiste de la manipulation média, Formi Yakubu, aujourd'hui en santé, en bonne santé et en détention parce que nourri, logé, blanchi par l'État camerounais. C'est heureusement le traitement que nous réservons à tous les prisonniers. L'extraction de ces métadonnées a permis aujourd'hui de voir un certain nombre d'échanges et de commandites de l'horreur. Est-ce que vous imaginez un seul instant, de la part de Madame Allegrozi, est-ce que vous imaginez un seul instant que cette dame a commandé à plusieurs reprises la production d'images choquantes pour alimenter son rapport? Gabou, aujourd'hui, malheureusement, nous faisons face à ce qu'on appelle une guerre asymétrique je voudrais terminer, c'est important, pour les Camerounais, la question que vous avez posée, où la manipulation des masses a un effet sur la perception finale qu'on peut avoir d'un événement ou non. Et dans le cas d'espèce, il se trouve malheureusement que la manipulation a marché dans un premier temps, mais elle a arrêté de marcher juste après. Parce que nous sommes capables aujourd'hui de reproduire tout le cycle de la violence de Garbou et de dire à quel moment est-ce que les rebelles, les sécessionnistes, terroristes, leur vrai nom, commencent à produire des images pour la propagande internationale. Peut-être qu'il faut aller voir derrière un certain complot contre la République du Cameroun. Mais gardez en mémoire qu'aujourd'hui, l'État dispose de tout ce qu'il faut pour porter la réplique. Vous parlez justement de manipulation et autres en pointant du doigt la dame de Human Rights Watch, Mme Allegrozi, et ses experts de l'Organisation des Nations Unies. Vous diriez la même chose pour l'évêque de Bamenda qui, lui également, quelques jours après, je crois 2 jours effectivement après les événements de Garbou, a fait également une sortie pour parler, effectivement, pour donner une position qui allait dans le sens de Human Rights Watch, des experts de l'ONU et de ces organisations non gouvernementales nationales qui disent avoir également mené des enquêtes sur le terrain, avoir collecté auprès des populations civiles et bien d'autres. Vous diriez la même chose pour ces compatriotes camerounais? Ils ont tenté effectivement de déstabiliser notre pays à travers ces événements. J'ai un cadeau pour vous, pour votre question. J'ai un vrai cadeau pour vous, une perle rare. Le chef de l'État a instruit que l'évêque de Kombo fasse partie de la commission d'enquête en tant qu'observateur. Le chef de l'État a aussi instruit que le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fasse partie de l'enquête aux côtés de l'évêque de Kombo en tant qu'observateur. Je voudrais pouvoir m'arrêter là. Alors, on tient donc que les résultats de l'enquête sont disponibles. Et pourquoi ce serait la version vraie, comme vous disiez tout à l'heure, commandant Tanfa? Je vous ai dit sur cette question que le chef de l'État avait instruit une enquête spéciale qui a été rapidement diligentée. J'insiste pour dire que le chef de l'État avait demandé que l'évêque de Kombo fasse partie de cette commission d'enquête, de même que le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et quelques autres religieux, et qu'ils ont tous envoyé leurs représentants au sein de cette commission d'enquête. Et les résultats sont aujourd'hui
entre les mains de qui de droit et nous attendons. D'accord. Le même président de la République vient donc de décider d'un plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et là encore, on a entendu quelques critiques des gens qui se demandent effectivement si c'est le bon moment. Est-ce que le timing est bon quand on sait que sur le terrain, effectivement, la situation n'est pas totalement à la calmie, ça n'est pas la paix totale. Il y a encore quelques exactions, il y a quelques sorties de ces combattants séparatistes qui parfois égorgent, parfois tuent des populations, parfois brûlent des villages et bien d'autres. Mais est-ce le bon moment effectivement pour lancer ce plan de reconstruction? Au lendemain de la grand-messe nationale, contextualisée au Cameroun, oui, c'était une grande messe de réconciliation nationale, sous l'appellation Grand Dialogue National, d'ailleurs très rapidement copiée par un certain nombre d'États à travers le continent, parce que initiative particulièrement originale. Le peuple camerounais, uni avec un certain nombre de leaders d'opinion nationaux, internationaux, de partenaires internationaux, a indiqué la voie à suivre pour la sortie de crise. En décidant aujourd'hui d'un plan spécial de reconstruction, le chef de l'État, il l'avait dit, au lendemain du grand dialogue national, que les décisions issues, les recommandations de ce grand dialogue national feraient l'objet d'une mise en œuvre progressive. Le plan de reconstruction du Nord-Ouest arrive au bon moment, c'est le timing. Il participe de cette logique-là. Il arrive après la loi sur la décentralisation, qui elle aussi consacre le statut particulier des deux régions concernées. Si nous remontons le temps, nous allons nous rendre compte que l'État camerounais, le gouvernement, est sur la logique des recommandations du grand dialogue national. On a même presque envie, à un moment donné, de dire les décisions du grand dialogue national. Lorsqu'on regarde la cadence avec laquelle le chef de l'État instruit leur mise en œuvre, on est tenté de penser que c'était impératif, alors qu'il ne s'agissait que des recommandations qui laissaient libre cours à sa décision. C'est progressif aujourd'hui et c'est une dynamique qui ne va pas s'arrêter. La loi sur la décentralisation, vous êtes d'accord avec moi que c'était particulièrement bienvenu, mais il en va de même du plan de reconstruction dans lequel l'État va injecter massivement un certain nombre de moyens pour que rapidement ces régions puissent retrouver leur statu quo ante avant la crise, voire dépasser ce statut, pourquoi pas? Parce que l'ambition, n'est-ce pas, nationale, c'est le développement à l'échéance 2035. Et pendant que le nord-ouest et le sud-ouest traversent justement cette situation, l'extrême nord du Cameroun continue d'enregistrer de manière sporadique quelques attaques kamikazes. Le dernier en date a fait une dizaine de morts il y a quelques jours. Là aussi, on semble ne pas être sorti totalement de l'auberge. Oui, vous avez l'avant-dernier attentat. Lorsque vous parlez de 10 morts, vous faites allusion à l'attaque kamikaze de Amchidé. Amchidé, oui. Dans la nuit. Il y en a eu une autre à Kalfou, visiblement, il y a quelques jours aussi. Oui. Qui fera malheureusement quelques morts civiles et des blessés, tous pris en charge par l'État. Il y a malheureusement eu le 11 une seconde attaque kamikaze à Ashigashia, dans la nuit du 11 au 12, qui elle a fait 3 morts, parmi lesquels le kamikaze. Nous devons ici observer que Boko Haram n'est plus capable aujourd'hui de porter des attaques frontales contre les forces de défense et de sécurité camerounaises. L'attrition portée sur cette nébuleuse ne leur permet plus aujourd'hui de se déployer en masse. Ce qui leur reste, c'est la perfidie, c'est cette lâcheté-là avec laquelle ils s'en prennent, notamment, surtout aux membres des comités de vigilance locaux qui sont heureusement engagés aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour jouer leur rôle de défense de la nation. La nébuleuse aujourd'hui est considérée par la plupart des pays riverains du lac Tchad comme sérieusement diminuée. Et nous pensons que les prochains mois vont avoir donné des indicateurs suffisants sur les conséquences de l'attrition qui est exercée sur elle. Comment l'armée est-elle parvenue
à contenir ces attaques justement venues du Nigeria? Pendant quelques années, on a vécu cela, des attaques coordonnées venant du Nigeria voisin, du nord-est du Nigeria. Effectivement, comment notre armée est-elle parvenue à contenir ces attaques-là, à contenir ces attaques des terroristes venus? Non, on ne peut pas réduire sur un plateau de télévision les attaques de BH comme venues d'un pays voisin. Vous savez, l'ambition de Boko Haram, c'est de construire un califat sur les pourtours du bassin du lac Tchad. Et donc, les attaques peuvent venir de n'importe quel point ou de n'importe quelle île isolée de ce bassin du lac Tchad. Elles ne viennent pas spécifiquement d'un pays. Donc, je voudrais avec vous qu'on retire cette affirmation-là et qu'on voit les pourtours du bassin du lac Tchad, ambition avouée de construction du califat de Boko Haram, comme sa zone de déploiement et sa zone de départ pour lancer des attaques contre les pays voisins. Et dans le cas spécifique du Cameroun, vous savez, vous auriez pu le soulever, qu'à l'aube des attaques de Boko Haram, très peu d'analystes donnaient le Cameroun debout 6 mois après. On a vu un certain nombre de dieux vaudous sur les réseaux sociaux annoncer que c'était fini pour l'État camerounais. Malheureusement, personne n'a pris en compte, et je vais heureusement revenir dessus pour insister, le caractère visionnaire du chef de l'État qui a construit un outil de défense adapté, contextualisé et à la mesure de toutes les menaces auxquelles le Cameroun peut faire face au moment de la construction, avec une projection dans l'avenir, parce que l'histoire aujourd'hui donne raison au chef de l'État qui, dès 2001, a impulsé ce qu'on appelle la réforme des armées, avec les 21 textes initiaux de 2001 et les textes conséquents modificatifs ou complémentaires. C'est dire que cette vision-là, de celle de construction d'une armée professionnelle, avec des unités spéciales aguerries, je voudrais ici pouvoir citer, pour que le peuple camerounais le sache, le travail efficace qu'effectue le bataillon d'intervention rapide, le BIR. Je voudrais citer à côté de toute une autre unité spécialisée, le BETA, bataillon des troupes aéroportées. Je voudrais citer le bataillon spécial amphibie. Et je voudrais citer toutes nos brigades là, qui sont au front, chacune dans sa zone de compétence, et qui relèvent d'un dispositif et d'un maillage territorial dont l'architecte, on peut le remercier aujourd'hui, le peuple camerounais peut dire merci aujourd'hui au chef de l'État d'avoir eu cette vision 10-15 ans avant de dimensionner et d'outiller son outil de défense pour qu'il puisse faire face aux attaques multiples. Moi, je disais encore à mes étudiants récemment que, peut-être parce que je suis camerounais, mais nous sommes pratiquement le seul pays attaqué sur 4 fronts principaux. Quelle résilience nationale! Le Camerounais devrait être fier d'être camerounais. Boko Haram au nord, pas 1 centimètre carré du territoire occupé. La frontière centrafricaine, elle est tenue. On en parle, oui. Le plan d'eau, il est tenu. Les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, retour progressif à la paix. Mais quel État! Et puis, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de dire merci à ceux qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Vous avez tous les ministres concernés par les compétences régaliennes de la protection du territoire camerounais qui abattent un travail de titan. Vous avez le grand maître, le chef de l'État, qui, pareil pour le Covid, parce qu'il faudrait aligner le Covid comme une 5e menace, la menace nationale, qui donne des orientations, qui donne une vision à long terme, qui donne des axes stratégiques d'effort. Il ne reste plus qu'à mettre en œuvre. Et je peux vous assurer que, en matière de lutte contre le Covid, tout comme en matière de lutte contre l'insécurité au Cameroun, chaque fois qu'on a mis en œuvre les mesures du chef de l'État, chaque fois qu'on a transformé en dispositif pratique sa vision, le Cameroun a eu raison, comme c'est le cas aujourd'hui sur tous les fronts que je viens d'énumérer. En parlant de ce Covid, on va sortir peut-être par là, puisque vous êtes revenu sur la question. Avez-vous aujourd'hui conscience de l'impact que peut justement avoir la propagation de ce Covid-19 sur les zones de conflit que nous venons de citer, le nord-ouest, le sud-ouest et même l'extrême nord du Cameroun? La propagation du Covid ne se pose pas en termes de zones. C'est une question érigée au niveau du Cameroun en question... Je parle spécifiquement des zones de conflit. C'est une pour question le cas du nord-ouest et du sud-ouest. Érigée au Cameroun en question de sécurité nationale. Oui. L'État camerounais est en train d'injecter des moyens. L'État mettra tous les moyens qu'il faut pour que le Covid soit maîtrisé et que l'incidence du Covid soit dans tous les cas moindre
que celles qu'on a annoncées dans les réseaux sociaux. Je vous ai dit, parlant de la troupe, que des mesures étaient prises spécifiquement pour que les militaires, même en opération, puissent appliquer les prescriptions de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. L'État a une obligation de protection de ses citoyens, où qu'ils soient sur le territoire national, que ce soit dans les confins du lac Tchad, dans les zones en conflit, ou que ce soit dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans les zones en proie à l'insécurité. Il appartient à l'État de veiller à ce que, où que soit, quel que soit le coin où se trouvent ces citoyens, qui disposent de l'accès aux soins. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'État est en train de se déployer progressivement. Je voudrais relever avec vous que le ministre de la Santé a récemment prescrit la régionalisation de la lutte, en décidant de donner des moyens et une certaine autonomie à chaque région pour s'organiser de sorte à pouvoir accueillir et traiter efficacement la pandémie. Vous pensez bien que cette régionalisation de la lutte va, n'est-ce pas, se déporter sur les territoires qui constituent chaque région, notamment les départements et les districts, et que, in fine, le combat sera mené là où il doit être mené. Mais je peux vous dire déjà, dès maintenant, que le Covid-19 ayant été érigé en cause nationale, de sécurité nationale, on a très bien vu qu'un certain nombre de citoyens républicains, beaucoup de membres composants de l'élite, ont pris le bâton de pèlerin pour commencer, au même titre que l'État, l'éducation et la sensibilisation. Le Covid se gagnera mieux par l'éducation et la sensibilisation et l'application des règles que sur le plan sanitaire. Il faut commencer par réapprendre et adapter le comportement des Camerounais au respect de cette infection qui n'est pas visible à l'œil nu. Et lorsque nous aurons réussi la sensibilisation et l'éducation, on peut être absolument sûr que sur le plan sanitaire, on recevra moins de cas dans les hôpitaux. Et si d'aventure il y a des cas, on peut être sûr, et on a les résultats aujourd'hui, que les protocoles sanitaires appliqués en République du Cameroun, ils marchent. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas de quoi se constitue, mais les résultats sont là. Et je vous posais la question tout à l'heure sur les zones en crise, parce que des spécialistes estiment effectivement que les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui, les populations de ces deux régions doivent être considérées comme des personnes particulièrement vulnérables, parce que en temps de conflit, effectivement, les hôpitaux, la capacité de fonctionnement des hôpitaux est amenuisée, les difficultés autres, le plateau technique qui se trouve parfois défaillant et bien d'autres. Et que pour cela, au moins, ces deux régions devraient recevoir une attention particulière des pouvoirs publics qui sont dans la guerre, dans la lutte contre ce Covid-19. C'est ce que fait le gouvernement. Je ne sais pas ce que vous demandez d'autres gouvernements. Le gouvernement, aujourd'hui, a une politique délocalisée, décentralisée, de lutte contre le Covid-19. Et il vous souviendra que le gouvernement projette en ce moment l'opérationnalisation des hôpitaux de campagne. Ces hôpitaux-là qui peuvent être construits en un laps de temps, contextualisés, dimensionnés au contexte de la zone ou du foyer chrysogène dans lequel ils vont être construits pour prendre en charge la population. De ce côté, ça ne nous pose absolument pas de problème. L'armée est prête avec le génie militaire et la santé militaire et la santé opérationnelle pour prêter main forte à l'architecte de la lutte sur le plan national, le ministre de la Santé qui conduit le volet opérationnel de la lutte sur le terrain. À chaque fois qu'on aura besoin d'ériger un hôpital de campagne quelque part, ça se fera soit par les structures spécialisées du ministère de la Santé, soit par les structures spécialisées du ministère de la Défense. Mais je puis vous rassurer aujourd'hui, venant du ministère de la Défense, que toutes les dispositions sont prises pour que partout sur le territoire camerounais où émergera un foyer du virus, qu'on puisse rapidement déployer au plus près de ce foyer les mécanismes et structures sanitaires nécessaires pour prendre en charge. Qu'en est-il des déplacés, des réfugiés et bien d'autres? Je pense au camp de Minao, par exemple. Si jamais on venait à découvrir un seul cas de Covid-19, vous imaginez les dégâts, par exemple. Qu'en est-il de ces déplacés? Le traitement sanitaire n'est pas discriminatoire au Cameroun. Oui. Ils sont sur le territoire camerounais, l'État prendra toutes ses responsabilités. Le traitement sanitaire n'est pas discriminatoire en territoire camerounais. Qu'on soit dans un camp déplacé ou non, le traitement n'est pas discriminatoire. D'accord. C'est sur ces propos, commandant Atonfa, que nous allons mettre un terme à cette émission de Parole d'Homme, à moins que vous n'ayez un dernier mot à dire avant de partir, un dernier mot pour sortir de cette édition.
Oui, je voudrais, avec votre permission, revenir sur le lien armée-nation. Oui, je vous ai promis qu'on devait l'évaluer. Excusez-moi, je l'ai oublié. L'évaluation, si on vous demandait justement d'évaluer le concept armée-nation aujourd'hui, vous le brandissez un peu parfois comme une réussite, comme une victoire de l'armée camerounaise. Si vous êtes demandé d'évaluer cela aujourd'hui, vous diriez quoi concrètement? Qu'est-ce que l'armée a fait? Les actions civilo-militaires dont vous parlez tous les jours, ce sont lesquelles visibles sur le terrain? Vous savez, le concept armée-nation, il se vit. On le vit à l'intérieur de soi. C'est la symbiose entre le peuple camerounais et son armée. C'est la symbiose entre les terroirs camerounais et l'armée camerounaise. Vous savez, très récemment, le nom du village ne me revient pas, on a eu une unité de l'armée qui devait changer de campement d'un village à un autre dans la région septentrionale du pays. Et on a vu des villageois qui ont dressé des barricades pour que leur armée ne bouge pas. La scène s'est reproduite dernièrement dans le nord-ouest où une unité spéciale devait changer de lieu de campement et les populations ont contraint cette unité à rester sur place. Le lien armée-nation, c'est une des magnifiques réussites des autorités, des dirigeants camerounaises parce qu'elles auront réussi dans cette construction de l'armée-là, assise sur la défense populaire, la contribution de tous les citoyens, elles auront réussi à amener les citoyens camerounais à comprendre que la défense nationale est une question de tous. Ce n'est pas une question qui est abandonnée à l'armée. Et partout sur le territoire camerounais, les militaires camerounais se sentent aimés. Ils se sentent tellement aimés qu'ils acceptent volontiers, comme le disait le chef de l'État, de signer cet engagement sacrificiel. Dès le premier jour qu'ils intègrent les drapeaux, ils acceptent de donner leur vie pour la nation camerounaise. Cet engagement sacrificiel de jeunes Camerounais qui quelquefois vont jusqu'au bout parce que malheureusement ils sont atteints par la mort au cours des missions de protection et de sanctuarisation du territoire national est une parfaite illustration de ce que le jeune Camerounais peut penser de son pays et de ce que les citoyens pensent de leur armée. Le lien armée-nation au Cameroun est un lien vivace, c'est un lien fort, c'est un lien vivant qui s'alimente, n'est-ce pas, de l'amour de la majorité des Camerounais, quoi qu'on en dise, à vivre ensemble dans un État unique, unifié, un et indivisible, à chanter l'hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres, et à s'incliner lorsque le vert ou jaune frappé de l'étoile dorée au milieu défile devant eux. C'est impressionnant sur le boulevard du 20 mai de voir comment, lorsque le chef de l'État s'incline devant le drapeau national, de voir comment exactement à ce moment-là, le peuple camerounais présent sur le boulevard, et je peux imaginer que c'est comme ça sur toute l'étendue du territoire, vit ce moment comme un moment de passion particulière. Parce qu'à la fin, malgré les coups de boutoir des ennemis du Cameroun, malgré les coups de boutoir des ennemis de la République, malgré les sons d'orfraie et malgré quelques oiseaux nocturnes aux chants lugubres, la République tient debout. Et certains géostratèges se posent la question de savoir pourquoi, après tout ce que le Cameroun a subi, pourquoi tous les coups de boutoir que le Cameroun a reçus, il tient debout. Il tient debout parce que le peuple et son armée font un. Merci, merci mon commandant d'être venu à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous reviendrons à chaque fois que ce sera nécessaire. Contribuer à la compréhension des questions nationales qui interpellent les forces de défense et de sécurité. Merci Madame, Messieurs d'avoir suivi cette autre édition de Parole d'Homme. Rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité. Bonsoir.